Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'appel à projet FSE, soutien à l'essaimage de projets interrégional d'innovation sociale. On va commencer dès à présent voilà, par le petit mot d'accueil habituel et vous rappeler aussi les règles de l'outil Zoom. Et pendant ce temps, laisser les derniers invités à se connecter. Donc un petit rappel sur l'outil Zoom, hein, donc il y a que les intervenants, qui peuvent, activer caméra et micro, donc vous n'avez pas la possibilité d'interagir de votre côté. On vous demande vous pouvez partager vos commentaires, sur le chat comme vous le faites actuellement. Bonjour à tous. En revanche, si vous avez des questions plus spécifiques sur la présentation, on vous invite vraiment à les poser dans le module questions-réponses qui est en bas de l'écran. Comme ça, nous, c'est plus facile, ça nous permet un peu de voir les questions auxquelles on a répondu et celles qu'on répondra en direct à la fin du webinaire. Donc le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube Avis Média d'ici quelques jours, comme le sont tous les webinaires de l'Avis en général. Et on vous transmettra aussi le support à la fin du webinaire. Voilà, je vais commencer par un petit mot d'accueil. Donc moi, je suis Solène Jourdain, je suis la responsable de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen à l'AVIS. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, l'AVIS est une agence d'ingénierie qui intervient au niveau national pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France et en Europe. Donc on a une association d'intérêt général qui a été créée il y a 20 ans. On a 4 missions principales qui sont d'une part d'outiller et orienter les porteurs de projets à travers notre site internet avis.org, animer des communautés d'accompagnateurs à tous les stades de développement d'une entreprise, de sa création à sa consolidation, à son changement d'échelle et à l'évaluation de son impact social. On a une troisième mission qui est de développer des programmes collectifs d'accompagnement, comme le programme PINS par exemple, si certains ont participé ou ont postulé. Et enfin, on a une quatrième mission qui est de financer des projets de SS avec du Fonds social européen, donc à travers notre mission d'organisme intermédiaire du Fonds social européen, ce qui veut dire qu'on gère par délégation une subvention globale, une délégation de crédit de l'État, de la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, pour soutenir financièrement 2 dispositifs principaux. D'une part, le dispositif local d'accompagnement, le DLA, et d'autre part, des projets d'ingénierie et d'outillage de dimension nationale pour favoriser le développement des structures d'utilité sociale et renforcer l'économie sociale et solidaire en France. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cet appel à projet, dont un premier webinaire a eu lieu la semaine dernière, où on vous a présenté les objectifs qui sont attendus et les critères d'éligibilité de l'appel à projet. Et là, ce second webinaire est vraiment destiné à un peu en sorte, une petite formation, on va dire un atelier sur comment on gère un projet FSE et comment surtout on renseigne le dossier de candidature et qu'est-ce qu'on attend en fait des candidats à cet appel à projet. Voilà. Alors, avant de commencer aussi l'introduction, je vais lancer un rapide sondage pour un peu mieux faire connaissance et voir aussi qui parmi vous avait participé à webinaire de la semaine dernière. Donc, je lance le sondage. Donc, 4 questions. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez participé au webinaire de la semaine dernière? Est-ce que vous avez déjà répondu à un appel à projet FSE de l'AVIS? Et quel est votre niveau de connaissance en fonds européens? Alors, majoritairement, donc, vous n'avez pas bénéficié de fonds européens, donc c'est votre première expérience. À 65 %, vous étiez au précédent webinaire. Certains l'ont même regardé sur YouTube, c'est bien.
vous n'avez pas encore répondu d'appel à projet FSE de la Vise et donc avez peu d'expérience. Bon, très bien. Du coup, on espère que ce webinaire vous permettra de un peu mieux vous mieux comprendre du coup comment ça fonctionne. Alors voilà, je mets fin au sondage. Si vous voulez, vous pouvez voir les résultats. Et du coup, je vais faire une petite intro, du coup, pour ceux qui connaissent pas très bien le FSE, sur le FSE, mais ça sera une introduction extrêmement brève, vous verrez, mais simplement pour introduire, du coup, quand même, le sujet, car on est sur un appel à projet FSE. Le FSE, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds structurel. Qu'est-ce que sont que les fonds structurels? C'est les principaux financements qui sont mobilisés par la Commission européenne pour atteindre ses objectifs en matière d'emploi, de formation, de changement climatique, d'énergie et de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Parmi les fonds structurels, on va retrouver ceux que vous avez peut-être entendu parler, par exemple le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui est géré par les conseils régionaux, le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, et le FSE, donc le Fonds social européen, qui est géré à la fois au niveau de l'État et aussi sur le volet déconcentré par les DREETS et par les conseils régionaux au niveau régional. Donc le FSE, aujourd'hui, on est sur des programmations de 7 ans. On était sur une programmation de 2014-2020 et depuis la 2021, on est sur une nouvelle programmation 2021-2027. Et à cette occasion, le FSE est devenu le FSE+, d'où le plus, et il a fusionné 4 fonds. Donc le Fonds social européen d'origine, un autre fonds, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, donc destiné aux jeunes de moins de 30 ans, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, et un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale, EASY. Voilà, donc après, c'est plus en termes de lisibilité de ce fonds qui, au fond, finance, enfin, tous ces 4 fonds finançaient des projets avec des retombées sociales. Mais la fusion de ces fonds, en fait, change pas grand-chose à leur fonctionnement. Et même, ils ne sont pas tous gérés par les mêmes autorités de gestion. Donc, par exemple, le FEAD est géré par la Direction générale de la cohésion sociale. EASY reste géré par la Commission européenne. Et donc, il y a le FSE et EJ qui, eux, sont gérés par la DGEFP au niveau de l'État. Donc sur cette programmation, la France a une enveloppe de 6,6 milliards d'euros. Et du coup, qui sont répartis à 65% gérés par l'État et 35% par les conseils régionaux. Tous les axes de financement sont décrits dans ce qu'on appelle des programmes opérationnels. Donc, au niveau national, on a le programme national du Fonds social européen Plus, donc sur lequel s'inscrit du coup cet appel à projet. Et après, chaque conseil régional a négocié avec la Commission européenne son programme opérationnel où il inscrit du coup les lignes de financement, notamment pour soutenir des projets de SS. Donc voilà, donc nous, la VISE, on s'inscrit dans la priorité 4 du programme national FSE+. Et du coup, ce qui nous permet de lancer ces appels à projets et de financer des projets de SS. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on n'a qu'1 heure et que ce n'est pas forcément le sujet de présenter, enfin de faire une présentation globale du FSE. Mais ce que je vous invite surtout à faire, c'est à lire notre guide pratique « Comment fonctionne le Fonds social européen plus » que vous pouvez retrouver du coup sur notre site avis.org, où voilà, on a essayé de synthétiser et d'être vraiment pédagogique sur comment ça fonctionne, comment identifier le bon interlocuteur et comment répondre à un appel à projet FSE ou trouver l'appel à projet et qu'est-ce qu'on attend du coup dans une candidature FSE. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Michael Barth, qui va faire quand même un petit résumé de ce qu'on s'est dit la semaine dernière en vraiment 5 minutes. Et surtout, pour ceux qui n'avaient pas pu y assister, rappeler quels y sont les objectifs de cet appel à projet et les principaux critères d'éligibilité.
Merci Solène, bonjour à toutes et à tous. Donc Michael Bart, je suis responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à la Vise. L'objectif, c'est pas de refaire le webinaire de la semaine dernière, il est disponible en replay. Le support de présentation vous a été envoyé hier à ceux qui étaient inscrits. Voilà, donc vous avez quand même toutes les infos, mais pour introduire la session juste après sur les aspects vraiment FSE, on voulait quand même revenir rapidement sur voilà, l'essence même de l'appel à projet. Je veux bien la slide suivante, merci. Donc, pour rappel, l'idée est c'est un appel à projet sur ce qu'on appelle le changement d'échelle et plus précisément sur les questions d'essaimage. Le but, c'est de soutenir des acteurs nationaux ou du moins à ambition nationale qui ont déjà dépassé le stade de la preuve de concept de leur projet, de leur innovation sociale en tant que structure de l'économie sociale et solidaire à se déployer dans d'autres territoires, à essaimer. Ça peut être aussi bien pour des primo-SMR, c'est-à-dire des projets qui sont déployés, qui ont fait la preuve de concept sur un territoire et qui chercheraient à s'étendre dans de nouveaux territoires, territoires étant entendu comme région administrative, région française, ou ça peut être dans la continuité d'un essaimage déjà enclenché, donc des projets qui ont commencé à se déployer, qui ont besoin voilà, de développer, modéliser, conceptualiser encore un peu plus l'ingénierie au niveau de la tête de réseau pour continuer cet essaimage dans de nouveaux territoires ou pour aussi pour consolider l'essaimage enclenché dans les territoires. Donc voilà, ça c'est bien important à avoir en tête, le côté territorial. Et le second point, c'est le côté projet mature. Forcément, on n'est pas là, c'est pas un appel à projet pour créer, innover, développer des nouvelles solutions en réponse à des besoins sociaux ou environnementaux. On est là plutôt pour les déployer une fois qu'ils ont fait leur preuve de concept sur de nouveaux territoires. Donc, alors, ouais, je veux bien la slide d'avant, pardon, j'ai pas tout dit. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand ce qu'on entend par SMH, c'est deux types de stratégies différentes qu'on a expliqué un peu la semaine dernière et qu'on explique bien aussi dans un guide sur les stratégies de changement d'échelle qui est disponible sur le site de la Vise. Les deux moyens, c'est de dupliquer, c'est-à-dire créer des antennes, des filiales dans d'autres territoires. L'autre moyen, c'est ce qu'on appelle la fertilisation, donc c'est transférer son savoir auprès d'autres porteurs de projets dans d'autres territoires. Donc finalement, la question derrière, c'est le niveau de contrôle que vous gardez dans votre essaimage de votre projet. Et donc, on a laissé la flexibilité dans cet appel à projet pour pouvoir répondre aux deux cas de figure, parce que on sait que les deux existent dans la nature et l'idée, c'est pas de privilégier une modalité d'essaimage plutôt qu'une autre, mais de pouvoir répondre aux deux. Et c'est pour ça que dans les actions attendues, il y a aussi bien des actions de conception, structuration, ingénierie, pilotage de l'essaimage sur plusieurs régions, ou alors conception, production d'outils de diffusion, donc plutôt la partie fertilisation, d'outillage pour faciliter le transfert à d'autres porteurs dans d'autres régions. C'est pour ça qu'il y a les deux en termes d'actions attendues pour faire le lien avec les stratégies de changement d'échelle. Alors, sur les critères d'éligibilité rapidement, donc je l'ai dit, il faut être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, on se réfère à l'article 1 de la loi ESS pour savoir à quoi on fait référence. Sur l'aspect temporel du projet, entre 12 et 36 mois. Donc on est sur du projet pluriannuel, puisque le changement d'échelle, ça se fait sur du temps long. On en a bien conscience et c'est bien l'objet là de financer ces projets sur du temps long, sachant qu'il y a une rétroactivité possible au 1er janvier 2023. Ça suppose d'être très carré sur les aspects administratifs FSE-D dès cette année, si vous voulez faire activer cette rétroactivité, et donc voilà, de bien écouter la partie qui suivra. Sur la partie géographique, dimension nationale, il y a aussi du FSE au niveau régional. On n'est pas en compétition avec le FSE des régions. Donc là, l'objet de cet appel à projet, c'est vraiment de financer l'ingénierie de la tête de réseau, du siège au niveau national. Voilà, le temps passé, les dépenses à faire pour modéliser, pour développer le projet d'essaimage en tant que tête de réseau. Cet appel à projet ne va pas financer ce qui se passe sur les territoires, c'est pas l'objet. Sinon, on serait en compétition avec les financements locaux et voilà, ça c'est pas possible. Donc, on insiste vraiment là-dessus et donc dans vos dossiers, il faut vraiment aussi à la fois mettre l'accent sur la stratégie au niveau national et en même temps, il faut qu'on soit quelque part rassuré dans le travail d'instruction sur le fait que vous allez vous ancrer sur les territoires. Donc, il faut expliquer le cheminement logique, pourquoi tel territoire et pas tel autre, s'il y a un besoin social avéré sur ce territoire. Si vous avez fait
des préétudes, ou si le projet consiste à justement valider le besoin d'aller sur tel et tel territoire, parce que sinon c'est un peu trop simple de dire voilà, j'ai fait une innovation sociale ou j'ai un projet ESS intéressant et je vais le dupliquer partout, point. Ça, forcément, si c'est pas expliqué, c'est pas clair pour l'instructeur, et ben ça passera pas. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on le voit à travers les webinaires, vous êtes encore une centaine aujourd'hui. On ne pourra pas tout financer. Donc il y aura une sélection qui sera drastique. On est désolé d'avance. Le but, c'est pas de créer de la frustration, mais on va essayer d'être le plus juste possible. Et donc forcément, il y a un choix à la fin pour pas faire de saupoudrage, mais pour sélectionner des projets avec des montants qui sont satisfaisants. Et ça m'amène au dernier point, donc sur l'éligibilité financière. L'idée, c'est de financer des projets qui ont une certaine taille, hein, qui sont matures, et donc le montant FSE plus minimum est de 50 000 euros sur la durée du projet, sachant que le FSE, c'est un cofinancement. Là, pour cet appel à projet, il est de 40%. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire que le projet total, hein, pas le montant FSE, mais le montant du projet total d'essaimage éligible à cet appel à projet doit être de 125 000 euros minimum sur les 3 ans, hein, enfin, entre 12 et 36 mois. Mais donc, c'est bien ça, les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Voilà, en synthèse, ce qu'on voulait vous redire. C'est très rapide, mais c'est l'essentiel pour préparer la séquence d'après. Et encore une fois, n'hésitez pas à consulter le webinaire de la semaine dernière pour avoir plus de précisions sur les aspects métiers et sur l'essence même de l'appel à projet. Oui. Donc, je te Et repasse on la avait parole. déjà répondu à beaucoup de Oui, questions. Alors tout là, il y à a quand fait. même 3 questions. On peut peut-être juste prendre une minute Oui. enfin, pour y répondre comme ça. Il y a une question sur l'éligibilité financière. On parle d'un montant de 50 000 euros. Alors, il n'y a pas de montant. Le FSE n'exige pas qu'on mette un montant maximum. Donc, on a un montant minimum. Après, l'enveloppe sur cet appel à projet indiquée dans l'appel à projet, donc c'est 3 millions d'euros. Nous, enfin voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir soutenir un maximum de projets. Euh, Aussi enfin voilà, tout en un montant aussi qui permet à ces projets de bien se réaliser. Donc on est, enfin, voilà, c'est difficile à dire parce que tant qu'on n'a pas les candidatures sous les yeux, qu'on les a pas instruites et qu'on n'a pas une vision globale, c'est toujours difficile de s'avancer sur des montants précis. Mais dans l'idée, on aimerait quand même pouvoir soutenir une quinzaine de projets. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul du coup par rapport à ça. Euh, Ensuite, alors il y avait une question, je sais pas si tu les vois, Michael. Euh, alors, sinon, on répondra peut-être plus en individuel de la fédération Envie. Oui, on a bien reçu le mail aussi. Donc voilà, on reçoit beaucoup de mails. Donc ne vous étonnez pas si on met du temps à répondre. On va pas répondre à tout aussi puisqu'il y a une partie des questions qui ont été répondues en collectif. Donc voilà, on assume de pas répondre à tout. Mais en tout cas, bien vu pour votre question. Je vois qu'il y a une autre question sur est-ce que le financement peut être complémentaire local et national? Encore une fois, forcément, vous, de votre côté, vous avez besoin d'articuler les financements locaux dans les territoires et les financements nationaux pour le siège, la tête de réseau. Ici, nous, on s'intéresse pas aux financements locaux, hein. On va pas financer le local. Par contre, c'est toujours des éléments intéressants pour nous de voir s'il y a une stratégie aussi au niveau local qui tient la route. Mais ça rentrera pas dans le plan de financement de cet appel à projet, hein, le local. Oui, après, mais ça, on y reviendra en termes purement de comptabilité, on va dire, interne de la structure. En fait, enfin, une structure peut tout à fait avoir plusieurs projets financés par du FSE, que ce soit au local, au national, enfin. Mais du coup, il faut avoir une comptabilité analytique qui permet en fait de distinguer les différents financements liés à chaque projet. Et parce que vous pouvez pas cofinancer un projet FSE avec un autre fonds européen. Donc, vous pouvez pas répondre, par exemple, à cet appel à projet en mettant en cofinancement votre financement FSE du département ou de la région. Donc, il faut que ça soit des projets bien distincts avec des lignes, voilà, enfin, et que vous soyez en capacité en interne de justifier les différents fonds. Je file des questions. Je vois qu'il y a une question technique sur la partie, on va dire, métier. Oui. Oui, pardon. Vas-y.
Oui, je prends la question. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Une petite question sur la duplication. La semaine dernière, vous indiquiez que les créations d'antennes n'étaient pas éligibles. Or, vous précisez aujourd'hui que la duplication comprend la création d'antennes. Alors, la duplication peut comprendre la création d'antennes dans l'absolu en termes de stratégie de changement d'échelle. Par contre, dans le cas de cet appel à projet, l'idée c'est de financer l'ingénierie, la modélisation des besoins de créer des antennes, mais on ne va pas financer les antennes en tant que telles. C'est bien ça la ligne de partage. Euh, Là, je parlais de la partie stratégie de duplication qui peut consister à créer des antennes, mais ça rentre pas dans le cadre de cet appel à projet, le financement des antennes sur la partie opérationnelle sur le territoire. Bon, je vois qu'il commence à y avoir beaucoup de questions. Du coup, on va passer à la suite, parce que sinon, on ne va pas avancer. Que l'heure tourne. Juste, je vois une question sur la communication. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la réponse, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez, enfin, il peut y avoir des dépenses de communication si elles sont un moyen pour atteindre un résultat, mais le projet peut pas être en lui-même un projet uniquement enfin voilà, qui tourne autour de la communication ou enfin, voilà, on est bien sur des projets d'essaimage. Alors, je sais pas si c'était vraiment ça, mais donc ça fait faire partie des dépenses, mais il faut que ça soit une petite part enfin voilà, il faut pas que ça soit la majorité du projet en fait. Voilà. Du coup, nous, là, l'objet de ce webinaire, c'est vraiment, voilà, de rentrer un peu dans enfin, dans le trait technique, en fait. Comment on renseigne enfin, qu'est-ce qui est attendu dans le cadre de votre candidature FSE? Comment on renseigne ce dossier? Donc, vous allez voir, donc, bon, on a fait exprès, du coup, d'être très, bon, ce sera pas, enfin voilà, de rentrer un peu dans le détail. On vous a vraiment mis aussi beaucoup de slides, mais pas tant, parce qu'on va passer vite là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est plutôt qu'ensuite, comme on va transmettre le support, vous ayez vraiment le détail de chaque étape un peu de ma démarche FSE. Donc, on vous a fait des copies écran de ma démarche FSE pour qu'il n'y ait pas en fait d'erreur après dans la saisie de votre dossier dans le système d'information, sachant que, parce que bon, ça a été le cas précédemment sur notre président appel à projet, là vous serez très nombreux et ça sera encore une fois voilà, un dossier où malgré tout ce qu'on vous transmet comme outil, il y a trop d'erreurs, ben, ça jouera du coup en votre défaveur. Donc on vous demande vraiment d'être vigilant, rigoureux. On essaye de vous transmettre le maximum d'outils. C'est pas toujours facile parce que chaque projet est différent. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Anthony Chiari de l'organisme intermédiaire du coup pour rentrer enfin voilà, qui va commencer à présenter du coup le dépôt du dossier. Merci Solène et bonjour à tous. Donc on va commencer à présenter ma démarche FSE+, qui est donc le système d'information afin de déposer votre demande de subvention. Donc on va faire du très basique au début pour renseigner vraiment votre fiche établissement et créer votre compte. Donc ça commence tout simplement en cliquant sur créer votre compte. Une fois arrivé sur cette page, vous devrez renseigner votre fiche établissement. Donc l'important, c'est vraiment de bien renseigner dès le début et en amont, afin d'éviter tout problème dans votre saisie plus tard et tout souci qui pourrait arriver. Donc ça commence tout simplement en remplissant donc, votre nom, votre délégataire, le numéro de téléphone. On insiste, le numéro de téléphone doit être un numéro de téléphone SMS, enfin portable, et non pas fixe, parce qu'à la fin de votre dossier, vous allez devoir recevoir un SMS de confirmation. Et si vous renseignez, comme c'est déjà arrivé par le passé, un numéro de téléphone fixe, vous ne le recevrez pas, et donc ça sera très compliqué pour valider votre demande de subvention. Donc, vous remplissez votre fiche établissement en indiquant bien donc, toutes ces informations générales, ainsi que toutes les aides publiques que vous avez perçues lors des 3 dernières années, donc l'année N, N-1 et N-2, et quelle que soit la nature de l'aide publique. Voilà. Une fois ceci fait, donc on va passer à la partie mes opérations, où vous pourrez renseigner votre demande de subvention de manière globale. Donc la première partie est la partie généralité, où vous allez devoir renseigner ces différents onglets. Donc en sélectionnant bien le programme national FSE+, ainsi que le volet national, l'appel à projet en question, la priorité, donc la priorité 4, et ensuite vous pourrez renseigner l'intitulé de votre projet propre, ainsi que sa période de réalisation, et le périmètre géographique. Donc pour le périmètre géographique, nous à la VISE, on est sur le volet national. Donc ce sont les projets qui sont de périmètre national qui sont éligibles au FSE pour nous. Donc votre projet, dès qu'il est, que ce soit de manière nationale ou bien régionale, mais interrégionale, donc par exemple, vous êtes un porteur qui a un projet dans le Grand Est ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté, donc ça fait 2 régions,
vous mettez directement sur le volet France entière que vous pouvez voir en bas de l'écran. Et une fois tous ces champs renseignés, vous pouvez enfin passer au dépôt de votre demande qui se présente comme ceci, donc avec plusieurs onglets, donc généralité, projet, plan de financement et validation. Et la partie projet, vous avez plusieurs sous-parties vous seront présentées par ma collègue Yasmine Esdemir en détail et à qui je cède la parole. Merci Anthony. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on passe tout de suite à la partie dédiée à la description de votre opération. Alors, dans un premier temps, il faut répondre à une première question liée au contexte dans lequel s'inscrit votre projet. Alors, dans cette partie-là, ce qu'on attend, c'est vraiment de faire un diagnostic de la situation. Comme il disait mon collègue Michael, il faut indiquer ici tous les besoins identifier voilà, en termes d'essaimage sur les territoires. Faire un diagnostic de la situation. N'hésitez pas aussi à utiliser des chiffres clés pour décrire voilà, les besoins identifiés, les problématiques identifiées auxquelles votre projet va apporter une réponse. Ensuite, il faut décrire dans votre dossier de demande les finalités, les résultats attendus. Dans cette partie-là, il faudra faire un rappel de l'objectif principal de votre projet et aussi des sous-objectifs s'il y en a. Et ensuite, préciser des résultats qualitatifs. Ça peut être l'impact du projet sur les bénéficiaires directs ou indirects, sur les territoires, voilà, sur le secteur d'activité. Et aussi, ça peut être des résultats quantitatifs comme le nombre d'outils, de livrables, de guides créés dans le cadre de votre projet. Et le projet doit répondre de manière directe ou bien transversale à une finalité en termes d'emploi, d'insertion professionnelle et de promotion de l'ESS, conformément à la priorité d'investissement et l'objectif spécifique desquels relève l'appel à projet. On passe tout de suite à la partie voilà, contenu de votre projet. Dans cette partie-là, il faudra faire une description vraiment synthétique des principales actions réalisées par les salariés affectés au projet. Vous pouvez voilà, rappeler les principales actions, les parties prenantes et les bénéficiaires directs et indirects du projet. J'insiste sur comment dire, sur le mot synthétique parce que c'est surtout dans la partie suivante, la liste des principales actions qu'il faudrait vraiment entrer dans le détail de chaque action réalisée dans le cadre du projet. Dans cette partie-là, liste des principales actions, voilà, pour chaque étape de votre projet, bien indiquer des réalisations attendues, les livrables, les outils, voilà, les outils créés, les démarches réalisées, les démarches de duplication, de fertilisation réalisées, la méthodologie utilisée, les parties prenantes, les salariés mobilisés. Voilà, il faut vraiment entrer dans cette partie dans le détail. Il y a un nombre de caractères maximum de 10 000. Voilà, n'hésitez pas à entrer, voilà, de décrire plus possible le projet dans cette partie-là. Ensuite, concernant le calendrier du projet, ici, il faut aussi préciser synthétiquement le calendrier prévisionnel du projet par semestre ou bien par trimestre. Si le projet a déjà commencé avant le dépôt de votre dossier de demande, n'hésitez pas aussi à indiquer les actions déjà réalisées jusqu'à la date du dépôt. Ouais. Alors, après la description de l'opération, le contenu et les actions réalisées dans le cadre du projet, on passe à une partie dédiée aux modalités de suivi du projet. Tous les porteurs de projets cofinancés par le Fonds social européen doivent disposer d'un système de comptabilité analytique ou bien d'un système de comptabilité adéquat qui permet de distinguer les dépenses et les ressources directement du projet au sein du système de comptabilité générale de la structure au travers des codes analytiques ou bien des encodages spécifiques. Ensuite, dans le dossier de demande, il faudra également préciser les moyens humains affectés au suivi administratif du projet. Il faudra préciser les fonctions
et les missions des personnes dédiées au suivi administratif et financier du projet FSE+, pas le suivi administratif de votre structure, mais vraiment, il faut indiquer dans cette partie-là les missions de suivi administratif et financier directement liées euh, euh, à votre projet FSE+. Ça peut être suivi et archivage des pièces comptables et non comptables. Et il faudra indiquer aussi le nombre de TP consacrés par ces salariés-là, suivi administratif. Alors, les missions de suivi administratif et financier du projet ne sont pas éligibles aux dépenses directes de personnel du plan de financement. Le temps passé sur ces missions de suivi sont couverts par le forfait de 40%. Alors, il ne faut pas déclarer les dépenses salariales dans le plan de financement des personnes qui sont dédiées au suivi administratif et financier du projet. Voilà. Après cette partie-là, il faudra ensuite présenter les missions, les fonctions et les compétences des salariés qui sont consacrés à la réalisation opérationnelle du projet. Il faut indiquer aussi leur taux d'affectation ou bien leur nombre d'ETP, voilà, consacrés à ces missions opérationnelles qui sont nécessaires pour le bon déroulement du projet. Et si votre projet porte sur plusieurs années, n'hésitez pas aussi de présenter par année, pour chaque année. Alors, on peut passer à la partie suivante. Alors, pour cette partie-là, je laisse la parole à mon collègue Anthony Chiari. Je reprends la parole. Donc, sur cette partie, vous allez devoir renseigner les principes horizontaux. Donc, la Commission européenne, sur cette programmation 21-27, a défini 3 nouveaux principes horizontaux: l'égalité femmes-hommes, l'absence de discrimination sous toutes ses formes et l'accessibilité aux personnes handicapées. Il n'y a plus le principe de développement durable pour des raisons qui ne sont pas des nôtres. Mais donc, c'est vraiment ces 3 principes qui sont importants à renseigner dans la partie dédiée. Et on insiste vraiment sur la notion des 3 principes. Vraiment, vous devez renseigner à la fois des actions pour l'égalité femmes-hommes, pour l'absence de discrimination et pour l'accessibilité aux personnes handicapées. S'il manque un des 3 principes ou 2, ça sera un peu pénalisant pour votre dossier. Donc, pour ce faire, vous avez différents moyens et différentes actions que vous pourrez décrire afin de renseigner, donc avec des indicateurs et des outils d'accessibilité, que je vais vous présenter quelques exemples. Donc, vous avez différents exemples directs de contributions directes de votre projet, ou bien de contributions indirectes par la nature de votre structure, par exemple. Donc, on peut avoir plusieurs actions comme l'implication des femmes dans les activités qui sont traditionnellement, entre guillemets, réservées aux hommes, ou bien des actions de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes ou à l'absence de discrimination, ou bien l'emploi et votre zone d'activité, c'est dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans des zones un peu défavorisées sur le territoire français, ou encore de nature indirecte, comme pour l'accessibilité des personnes handicapées, si votre structure dispose de rampes d'accès, d'ascenseurs qui permettent aux personnes à mobilité réduite de venir dans votre structure. Donc, on insiste vraiment sur ces 3 principes à renseigner et toutes les actions que votre structure et votre projet contribuent à ces différents principes. Donc ensuite, on a la partie des pièces justificatives, donc parce que vous allez devoir transmettre plusieurs justificatifs et décrire lesquels vous allez les transmettre dans votre demande de subvention. Donc, ils sont par plusieurs natures. On a donc à la fois les feuilles d'émargement dans vos projets, dans vos animations, etc., avec l'extraction de la liste des participants si vous faites des visioconférences. Vous pouvez voir un peu tous les détails sur la slide. Ensuite, vous avez les différents livrables que vous allez produire, que vous avez déjà produits si votre projet a commencé. Donc, les guides, les rapports, les fiches outils, les articles que vous publiez sur votre site internet ou autre. Enfin, les échanges de mails aussi, les invitations, ainsi que les ordres du jour de vos réunions, ateliers ou que sais-je encore. Et enfin, bien évidemment, les supports de présentation et de communication que vous allez créer dans le cadre de votre projet. On insiste vraiment sur le fait de bien archiver toutes les pièces de réalisation afin de justifier votre projet au fil de l'eau et d'anticiper donc toute cette conservation des pièces qui sont liées au départ arrivé des personnes dédiées au projet, car tous ces justificatifs devront être transmis à votre bilan d'exécution, pendant votre bilan.
Et c'est vraiment les justificatifs qui vont nous permettre de justifier ou non si votre dépense est éligible au FSE. Donc, l'absence de justificatif va automatiquement donner lieu à un rejet de la dépense que vous avez engagée sur cette thématique. Enfin, on va passer à la Oui, question. juste pour compléter, enfin rebondir sur ce que vient de dire Anthony et réinsister, enfin pour ajouter une couche, parce que du coup pour ceux qui connaissent mal le FSE, ce qu'on n'a peut-être pas rappelé, c'est que le FSE, il vient en remboursement. Alors c'est pas une subvention classique, c'est-à-dire que une fois que votre, enfin on va y venir aussi après, mais une fois que votre projet est, enfin, si vos projets est retenu, et ben, du coup, le financement vient enfin, il vient en remboursement. Donc, c'est une fois que une année est passée que là, vous allez déposer un bilan et dans lequel bilan vous allez justifier de toutes les dépenses qui ont eu lieu. Et donc, il va y avoir un audit sur ces dépenses et en fonction, voilà, si on considère qu'elles sont bien toutes éligibles, vous serez remboursé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que pour le FSE, il faut avoir une trésorerie suffisante parce qu'il faut être en capacité d'avancer des fonds sur au moins un an. Et donc, certes, le FSE est un financement, donc on va regarder vos dépenses, donc on va regarder vos factures, vérifier qu'elles sont bien sorties de vos caisses pour pouvoir les rembourser, mais on va aussi surtout regarder le lien direct avec le projet. Et pour regarder le lien direct avec le projet, donc c'est que la dépense, elle est bien éligible au projet, donc elle correspond bien à des actions qui étaient prévues. On va regarder ce qu'on appelle les pièces non comptables, donc ce sont toutes les pièces là qui vous sont présentées, qu'ont présenté Anthony. Et si, donc en fait, donc, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête et dès le début de s'organiser, surtout si vous êtes parti sur des projets rétroactifs. C'est-à-dire que pour chaque salarié qui passe du temps sur le projet, pour chaque action qui est, il faudra transmettre un justificatif non comptable. Donc, voilà, donc un mail, une feuille d'émargement qui dit, bah oui, oui, c'était bien cette personne, tel jour, telle date, telle heure qui était travaillée sur le projet. Et s'il n'y a pas ce justificatif, en fait, nous, auditeurs, on ne peut pas accepter la dépense. Donc, même si la facture, elle est bonne, vous avez un relevé bancaire, ça prouve que vous avez bien payé. Si nous, derrière, c'est pas corroboré avec un autre justificatif, en fait, c'est des dépenses qui peuvent, à la fin, ne pas être retenues. Donc, c'est ça qui est vraiment spécifique quelque part un peu au FSE et qui, voilà, qui le rend assez, enfin, un peu plus complexe en termes de gestion. Enfin, en tout cas, il demande une organisation rigoureuse et donc des moyens administratifs derrière pour vraiment suivre le projet. C'est vraiment cette partie-là. Et c'est là où il faut vraiment vous aussi vous poser et dire est-ce que nous, à ce stade, on a cette capacité administrative à suivre parce que sinon, vous vous mettez un peu en danger par rapport à ce financement. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question relative à la collecte des indicateurs. Donc, la collecte des indicateurs, ça nous permet de savoir, dans le cadre de votre projet, combien de structures vont bénéficier d'un appui de la tête de réseau national et combien de petites, moyennes, micro-entreprises vont bénéficier d'un soutien de votre structure dans le cadre, pardon, du projet en question. Donc, ces indicateurs ils doivent donner lieu à un résultat quantifiable et aussi vous devez vous devez décrire pardon, la manière avec laquelle vous allez collecter ces différents indicateurs. C'est vraiment important, c'est la manière dans laquelle vous allez les collecter. Aussi, on insiste sur un point. Dans le dossier de demande, vous aurez une question relative aux participants. Et à la VISE, on n'a pas d'appel à projet qui comprenne des participants, donc on vous demande vraiment de répondre non à cette question. La question, est-ce que vous avez des participants et des dépenses liées aux participants? Parce qu'on on ne prend pas en compte les participants dans nos appels à projet à la VISE. Et on va passer enfin à aux questions relatives à la bonne publicité. Donc, dans le cadre du FSE+, on a des obligations de publicité et de communication. Donc, vous pouvez voir sur la slide, c'est le nouveau logo avec la nouvelle mention cofinancée par l'Union européenne. Et c'est vraiment ce logo-là qui est important pour le FSE+. Dans l'ancienne programmation, pour ceux qui ont déjà déposé des dossiers, on avait par exemple l'Europe s'engage en France. Cette mention-là n'existe plus. On vous demande de ne pas la mettre dans vos livrables. Et c'est vraiment ce logo-ci avec le drapeau et la mention cofinancée par l'Union européenne qui est important et qu'il faudra donc déposer sur l'ensemble des livrables et des supports de communication que vous allez produire ou que vous avez déjà produits. Donc les guides, les rapports, les comptes rendus, les supports de présentation, etc.
aussi dans la signature de mail des salariés qui sont affectés à la mise en œuvre opérationnelle du projet. Et enfin, sur le site internet et vos réseaux sociaux si vous en avez, avec une description synthétique du projet en plus de la mise des logos sur Internet. Donc, on veut vraiment cette petite description synthétique. Et enfin, avec une affiche aussi A3 qui sera disponible, enfin déposée dans vos locaux et aussi à destination du public que vous pouvez accueillir dans vos locaux. Voilà. Donc, on va passer à la partie pour renseigner son plan de financement. Pareil, juste, je me permets, parce que du coup, on insiste beaucoup, parce que bon, il y a quand même un enjeu financier derrière. Ce qui est nouveau aussi dans cette programmation, ce qui n'était pas, c'est-à-dire que là, un projet où la publicité, enfin, un auditeur considérait que la publicité de l'Union européenne n'était pas assez visible ou en tout cas trop légère, pourrait donner lieu à une raréfaction, pareil, de 3% du montant FSE à la fin. Donc, à la fin du projet, si on voilà, en plus, ça dépend de l'auditeur. En cas d'audit, s'il trouve que voilà, il n'y a pas eu la fiche A3, la moitié des livrables n'ont pas de logo, il peut y avoir 3% quand même du montant FSE qui est rejeté. Donc, c'est encore une fois pas quelque chose à prendre à la légère, surtout encore une fois si vous êtes sur du rétroactif, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le mettre plus et partout ce drapeau de l'Union européenne avec la mention que moins. Voilà. Et ça nous fait passer au plan de financement. Et donc, on laisse la parole à notre collègue Yassémine pour vous décrire en détail comment le renseigner correctement. Oui, parce que j'ai vu dans le chat plusieurs questions liées au plan de financement. Voilà, on va essayer de répondre à l'oral. Alors, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Dans un premier temps, il faudra choisir l'option de coût simplifié, le forfait, qui va vous permettre de structurer le plan de financement de votre projet. Cet appel à projet prévoit deux types de forfaits. Un forfait de 40% qui s'applique sur les dépenses de personnel et qui couvre les coûts restants du projet. Et ensuite, un forfait de 7%, voilà, qui s'applique sur les dépenses euh, de personnel, de fonctionnement et de prestations horaires de votre projet. On va entrer plus dans le détail des postes éligibles dans la slide suivante. Voilà, dans un premier temps, on va vous transmettre aussi un outil de simulation financière qui va vous permettre aussi de choisir voilà, l'option de forfait qui convient mieux à votre projet. Alors, on insiste toutefois sur le forfait de 40% parce que le forfait de 40%, c'est vraiment une solution de simplification de gestion administrative et financière du projet FSE+. C'est un forfait, en fait, qui vous permet de déclarer et de justifier uniquement les dépenses salariales des personnels affectés au projet et ensuite qui permet de couvrir les autres coûts comme les dépenses de fonctionnement, de prestations ou bien les autres dépenses indirectes du projet. La justification des dépenses des projets voilà, qui ont choisi ce forfait-là est vraiment plus simple et plus allégé par rapport au forfait de 7%. Par exemple, si vous n'avez pas eu encore une expérience dans la gestion des projets cofinancés par les FSE+, de notre côté, nous préconisons plutôt voilà, le forfait de 40%. Pour ces porteurs de projets. Mais si vous avez des dépenses de prestations vraiment très élevées, qui nécessitent aussi, bien sûr, une bonne voilà, une bonne suivi financière. Dans ce cas-là, vous avez il est possible de choisir le forfait de 7%. Mais c'est vrai qu'on insiste plutôt sur le forfait de 40%, dont le suivi est plus simple pour les porteurs de projets. Où il y a moins de rejets au moment de contrôle de service fait en général, parce que quand on choisit le forfait de 7%, on doit déclarer au réel les dépenses de fonctionnement et de prestations, pour lesquelles il faut faire aussi une mise en concurrence. Et en général, les rejets de contrôle de service en raison de faute de mise en concurrence, etc. Voilà. Voilà, mais en tout cas, on va vous transmettre cet outil de simulation à l'issue du webinaire. Juste pour avoir une question, là, On peut Yasmine, passer pour répondre à des questions sur le forfait.
Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin comme l'a dit Yasmine, en dépenses directes, c'est vraiment des temps opérationnels. Donc c'est des temps du chef de projet, c'est des temps opérationnels sur le projet. Tout ce qui est admin n'est pas éligible en dépenses directes parce qu'on considère que c'est des temps, enfin que c'est des missions qui rentrent dans le fonctionnement de la structure. Et du coup, le FSE finance des projets et finance pas le fonctionnement courant d'une structure. Donc, ces temps administratifs sont intégrés au forfait. Donc, si vous choisissez le forfait de 40%, ils sont intégrés au forfait de 40%. Si c'est l'autre en dépenses indirectes. Donc, il ne faut pas qu'on retrouve ces salariés en dépenses directes dans le plan de financement. Ils sont intégrés au forfait. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est plus clair, mais voilà, c'est vraiment les temps liés au projet d'essaimage qu'on va trouver dans le dépenses directes et les temps administratifs liés à renseigner le dossier de candidature, faire la comptabilité analytique, suivre les factures, tout ce qui est compiler les fiches temps, tout ça, c'est des temps administratifs intégrés au forfait. Et après, il y a beaucoup de questions sur le fait de les pièces non comptables, comme je disais tout à l'heure. Donc effectivement, même si vous avez une personne à temps plein sur un projet, en fait, il faut distinguer la justificatif le fait de justifier le pourcentage de temps affecté au projet et le fait ensuite de justifier que c'était bien cette personne qui a participé au projet. Parce que du coup, si vous avez une personne à temps plein sur un projet, elle peut être à 100% sur le projet. Et donc là, vous pouvez joindre qu'une lettre de mission et donc pas faire de fiche temps. Enfin, on y reviendra juste après. En revanche, c'est pas parce que j'ai une lettre de mission que ça me prouve à la fin de l'année, comme on est sur un remboursement, que cette personne était bien là toute l'année et qu'elle a bien travaillé sur le projet. Donc, il faut des justificatifs en plus qui prouvent, en gros, un par mois, qu'elle a bien été là, parce que du coup, toute l'année, que c'était bien elle qui était sur le projet. Donc, il faut que vous nous transmettez des échanges de mails, des feuilles d'émargement, des supports de présentation où on voit son nom, en fait, pour dire que oui, c'était bien monsieur Untel qui était sur le projet toute l'année et qu'en fait, c'est pas parce que j'ai une lettre de mission, en fait, elle aurait pu partir en cours de route ou être absente pendant 6 mois. Donc, il y a vraiment les deux, à la fois le justificatif, on va dire un peu plus comptable et au temps passé sur le projet, et la partie non comptable qui est vraiment de la preuve de réalisation. Voilà, et les dépenses de tiers, en fait, c'est parce que là, du coup, en dépenses directes, vous déclarez uniquement les salariés de la structure qui demande de candidate, enfin du bénéficiaire du FSE, mais vous pouvez avoir des salariés d'autres structures qui participent également au projet. Alors, dans ce cas-là, c'est des dépenses de tiers. Donc, soit elles sont rémunérées dans le cadre du projet, donc elles sont mises à disposition, on va y venir juste après, soit, du coup, vous les déclarez en dépenses de tiers mais à titre gracieux, mais ça vous permet du coup d'augmenter qu'elles apparaissent dans le projet et d'augmenter votre coût global de projet. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Je te laisse la main. Ok, comme on disait, en fait, votre projet comprend des dépenses de personnel, de fonctionnement, des prestations, des dépenses de tiers en nature et aussi des dépenses indirectes qui sont couvertes par le forfait de 40% ou bien 7%. Alors, pour expliquer les dépenses éligibles aux dépenses directes personnelles, dans la slide suivante, voilà. Les dépenses directes personnelles correspondent aux bases salariales, charges des salariés qui sont affectés à la réalisation opérationnelle du projet. Dans cette partie-là, il faut déclarer les salaires bruts annuels chargés et aussi les traitements accessoires. Et aussi le temps passé par les salariés sur le projet. Des pièces justificatives à transmettre, à déposer dans votre dossier de demande pour la justification de la base salariale chargée. C'est le dernier bulletin de paye des salariés affectés au projet, ou ça peut être aussi le bulletin de paye de décembre 2022. Voilà, vous pouvez ajouter dès le dépôt de votre dossier, le dernier bulletin de paye des salariés affectés au projet et aussi le bulletin de paye de décembre 2022, ce qui va permettre à l'instructeur de votre dossier de demande de vérifier la pertinence des bases salariales annuelles chargées déclarées dans le plan de financement.
Et ensuite, il faudra ajouter aussi le contrat de travail de tous les salariés qui sont affectés à la réalisation opérationnelle du projet, qui va permettre aussi à l'instructeur de vérifier le temps travaillé par le salarié au sein de la structure, s'il travaille à temps partiel ou bien à temps complet, pour vérifier le temps total travaillé. Et ensuite, il faut déposer des justificatifs de suivi de temps. Alors, si votre projet a déjà démarré, vous pouvez déposer avec votre dossier de demande des justificatifs de suivi de temps mis en place. Mais si votre projet n'a pas encore commencé au moment du dépôt, vous pouvez ajouter des exemples, des modèles de justificatifs de suivi de temps sur lesquels on va faire un focus sur les slides suivantes. Alors, il existe différentes affectations. Vous pouvez déclarer dans votre plan de financement les dépenses salariales des salariés qui sont affectés au projet avec un pourcentage mensuellement fixe. En général, c'est vraiment pour les salariés qui sont affectés à 100% sur le projet ou bien qui ont un taux d'affectation fixe vraiment élevé, qu'on demande une lettre de mission. Mais pour les autres salariés qui sont affectés partiellement sur le projet avec un pourcentage d'affectation variable d'un mois sur l'autre, vraiment, c'est pour les faibles affectations. On peut dire, entre, par exemple, 20% et 60%, 70%. Dans ce cas-là, il faudrait établir des fiches de suivi de temps mensuelles détaillées par jour, datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique. Mais si aussi vous disposez d'un logiciel de suivi de temps, vous pouvez aussi utiliser des extractions de logiciels de suivi de temps pour justifier le temps passé par ces salariés sur le projet. Il faut faire attention avec les lettres de mission. Il faut vraiment, au moment de l'instruction, l'instructeur doit vérifier aussi comment vous avez déterminé de votre côté le taux d'affectation mensuellement fixe. Il faut justifier en fait ce taux d'affectation mensuellement fixe. Si la justification de ce taux mensuellement fixe devient compliquée de votre côté, nous préconisons d'établir plutôt des fiches de suivi de temps mensuel. Mais oui, pour les salariés qui consacrent l'intégralité de son temps de travail au projet, vous pouvez utiliser des lettres de mission ou bien le contrat de travail, si le contrat de travail précise explicitement que le salarié consacre son temps à ce projet. Toutes ces missions réalisées par le salarié relèvent du projet. Voilà. Mais même si même si le contrat de travail précise des missions en lien avec le projet, nous préconisons quand même d'établir en complément de contrat de travail une lettre de mission pour les salariés affectés à 100% sur le projet. Yasmine, le temps passe vite, donc on va peut-être passer rapidement sur ces slides où là on vous les a mises plus à titre d'information, mais du coup vous les verrez sur le support. On vous a mis des exemples de fiches temps et de lettres de mission. Donc tu peux passer peut-être, Anthony. Oui, peut-être juste pour les salariés mis à disposition. Donc du coup vous pouvez avoir, parce qu'il y avait une question dans le chat, c'est la dépense de tiers. Si vous avez des salariés d'une autre structure, donc qui n'est pas la structure qui demande directement le FSE, qui participent au projet, vous pouvez les mettre à disposition, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer leur salaire en dépenses directes et ils sont justifiés de la même manière que des salariés de la structure sur la base de l'aide de mission ou de fiches temps, contrat de travail et bulletin de salaire. Mais en plus, du coup, il faut joindre une convention de mise à disposition tripartite entre le salarié et les deux structures. Et aussi, ça veut dire que la structure qui demande le FSE, comme le FSE se fait en remboursement sur la base de relevé bancaire, c'est-à-dire qu'avant le bilan, vous devez verser l'argent, l'équivalent du temps passé en dépenses aux salariés, donc à l'autre structure. Et en fait, vous, au moment du bilan, vous justifiez sur la base de la facture, en fait, de l'acquittement, que vous avez bien versé, du coup, l'argent lié au temps passé sur ce salarié. Je ne sais pas si c'est très clair.
Mais voilà, c'est un mécanisme un peu spécifique, mais ce qui permet du coup quand même de valoriser dans le projet des salariés de structures tiers. Voilà. Alors, on va passer vite là sur les suivants. Là, on vous a mis aussi un peu du coup comment on renseigne du coup les dépenses de personnel. Tu peux passer. Donc voilà. Ben, là, on vous invite vraiment à regarder le support au moment où vous renseignez pour bien renseigner de la bonne manière et de pas et de faire attention du coup à ce qui est attendu. Donc, vous pouvez, si vous choisissez le forfait de 7%, vous pouvez aussi choisir des dépenses de fonctionnement et de prestations. Donc là, on vous a détaillé du coup les dépenses éligibles et qui sont justifiées donc sur la base de factures et de relevés bancaires. On va avancer pour passer aux ressources. Oui, alors juste la mise en concurrence aussi, évidemment, si vous choisissez le forfait de 7% et que vous déclarez des prestations, il faut respecter du coup les seuils de mise en concurrence qui sont liés du coup à la réglementation européenne. Donc en dessous de 1000, pas de justificatif. En dessous de 15 000, il faudrait au moins 3 devis. Non, prenez une procédure négociée avec un seul prestataire. Mais fournir toujours les preuves, les écrits que vous avez bien négocié un devis avec un prestataire. Et au-dessus de 15 000, 3 devis. Et au-dessus de 40 000, si vous êtes soumis au code de la commande publique, c'est la réglementation nationale qui s'applique. Donc là, on va passer, parce que donc pareil, on vous a mis comment renseigner ces dépenses. Mais on va tout de suite passer aux ressources. Donc une fois que vous avez déclaré du coup vos dépenses liées au projet, on vous transmettra du coup également l'Excel pour vous aider à le renseigner en amont. Du coup, vous déclarez vos ressources en face. Ce qu'il faut être vigilant, c'est que le FSE, c'est vous qui le renseignez vous-même. C'est renseigné manuellement, ça ne se fait pas automatiquement comme c'était le cas précédemment, s'il y en a qui ont connu l'ancienne version de ma démarche. Donc, faites attention au taux FSE. Le taux FSE maximum qui est éligible, c'est 40%. Donc, faites bien vos calculs avant sur un Excel pour vérifier que le montant FSE ne dépasse pas de 40%. Si vous en fonction de vos autres cofinanceurs ou si vous avez des fonds propres en face. Parce que c'est un taux qui est à 40,05%, et ben le projet en soi n'est pas éligible parce que du coup, vous avez dépassé le taux de 40,00%. Voilà, donc soyez quand même attentifs au moment du dépôt au taux. Et il y a une erreur du coup dans la slide. Hein. C'est bien 40% et pas 50%. On corrigera dans le support qui sera transmis. Et ensuite, du coup, vous avez un certain nombre de pièces à transmettre en plus, des pièces assez classiques hein, d'un projet, donc que ce soit le RIB, une présentation de la structure, les 3 derniers comptes de résultats, un document qui atteste de la capacité du représentant légal, c'est-à-dire le PV du CA qui nomme le dirigeant de la structure pour vérifier que du coup la personne signataire a bien légalement le pouvoir de déposer une demande FSE. Et vous pouvez aussi ajouter toutes les pièces que vous voulez. Et aussi, donc voilà, si vous avez d'autres pièces qui sont ou présentations ou documents qui vous pensez peuvent illustrer, en tout cas appuyer votre projet, vous pouvez les déposer là aussi, que ce soit des CV des salariés, des études que vous avez faites sur l'essaimage du projet, voilà. Vous pouvez ajouter ici autant de pièces que vous voulez. Voilà, ensuite, pour terminer, du coup, c'est un dépôt, c'est une signature électronique. Donc, soyez vigilants encore parce qu'il faut que vous indiquiez un numéro de téléphone portable. Et du coup, c'est le signataire qui reçoit un SMS sur ce numéro de téléphone portable avec un code qui permet de déposer le dossier. Donc, faites attention à ne pas indiquer un numéro de fixe
et que ce soit du coup le bon numéro de téléphone portable et la bonne adresse mail. Parce que sinon, si vous mettez l'adresse mail de quelqu'un d'autre et que le code, je crois je sais pas quelle est la durée de validité du code, mais il a une durée précise, courte dans le temps. Donc encore une fois, anticiper quoi. On est quand même sur un système d'information, il y a toujours des bugs possibles, peut-être qu'il peut donc ne déposez pas votre projet le 31 octobre à 23h quoi. On va essayer d'anticiper de 2 jours au cas où il y a la moindre bug, parce que s'il y a une erreur sur le mail ou sur le numéro de téléphone, nous on n'a aucun moyen d'agir en fait. C'est tant pis. Parce qu'ensuite la procédure elle se remet automatiquement en place au bout de 14 jours. Donc voilà. Et donc, votre dossier est bien déposé une fois qu'il est en statut déposé. Donc, vous n'avez pas le statut déposé, ce sera pas, il ne l'est pas. Voilà. Ensuite, pour terminer, un dernier point sur le calendrier. Donc, c'est un calendrier indicatif parce que bon, ça va évidemment dépendre du nombre de candidatures qui seront déposées. Donc là, le dépôt, il est prévu le 31 octobre. Ensuite, il y a une phase d'instruction qui a lieu où du coup, nous, on va analyser vos projets. Le cas échéant, mais c'est pas toujours le cas, on peut revenir vers certains pour s'il y a besoin de compléments, s'il y a une pièce qui manque, mais bon, si le dossier est complet ou si on n'a pas de questions, on ne reviendra pas vers vous. On s'appuie sur des prestataires pour ça, donc ça peut être aussi un prestataire qui reviendra vers vous. Et ensuite, là, c'est là où, en fonction du nombre de projets, un comité va se réunir, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire si ça sera dans 3 mois, dans 6 mois après. Parce que si vous êtes très nombreux à participer, si on a par exemple une centaine de projets, il faut plutôt compter bien 6 mois d'instruction. Voilà. Et donc, le comité ensuite se réunit et se prononce sur votre projet. À ce moment-là, vous aurez une lettre de notification. Les projets retenus donneront lieu à un conventionnement et qui donnera lieu au versement d'une avance. Donc, après, une fois que la convention est signée, vous pouvez avoir une avance sur projet qui sera, alors, c'est pas encore fixe, mais a priori de 20% du montant FSE. Ensuite, votre projet se réalise et ensuite, chaque année, une fois que 12 mois est passé, il faut qu'il y ait 12 mois minimum, vous pouvez déposer un bilan pour demander un remboursement des dépenses de l'année qui ont été faites. Donc, si vous avez un projet qui démarre au 1er janvier 2024, donc vous avez une avance sur fin de premier semestre 2024 si vous êtes retenu, et ensuite vous déposez votre bilan en 2025 pour vos dépenses 2024. Ensuite, il y a un CSF qui a lieu. Le CSF, c'est pareil, il faut compter 3 mois en gros minimum de contrôle. Donc ensuite, vous êtes payé 18 mois après le début du projet, vous avez vos premiers paiements. Donc ça aussi, il faut vraiment l'anticiper en termes de trésorerie et de capacité à avancer ces fonds. Voilà. Je me permets d'intervenir sur le calendrier, sur un aspect quand même. Là, c'est un calendrier effectivement théorique qui vous est présenté. Tout dépend du nombre de candidatures, parce que derrière, il faut qu'on instruise les dossiers. Le temps d'instruction sera forcément beaucoup plus long s'il y a beaucoup de candidatures. Donc voilà, on insiste vraiment sur le fait que ça peut prendre du temps et on vous invite à candidater si le dossier est solide. Et forcément, plus vous serez à candidater, plus il y aura de frustration. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête que ça peut varier en fonction du nombre de candidatures. Voilà. Voilà. Ce qu'on vous propose également, si du coup, une fois que vous avez c'est un peu plus plongé dans votre dossier, peut-être commencer à regarder la candidature, on vous propose un temps d'échange le 13 octobre à 9h30 d'1 heure qui est vraiment dédié à répondre à vos questions. Vous pouvez nous les transmettre en amont, comme ça on y répond directement ou en direct. Mais voilà, si suite à ça, vous auriez vraiment lu tous les documents, vous avez encore des questions, comme nous, on n'est pas en capacité en fait de répondre à l'ensemble de vos mails. Voilà, on essaye un peu de répondre au maximum, mais c'est possible qu'il y ait des mails qui passent un peu malgré nous à côté. S'il y a encore des questions, on prend ce temps pour vous répondre à vos questions. On vous renverra, on le mettra en ligne du coup sur la page actu de la VIS.
Donc, abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Voilà, on a un peu dépassé le temps. On va du coup répondre à quelques questions. Et alors, je vois, est-ce que le taux maximum de 40 s'applique par année ou au total? C'est au total sur le projet. Donc, vous pouvez avoir une année à 60%, une autre à 20%. Le tout, c'est qu'à la fin, sur le global du projet, le cofinancement soit de 40%. Pour les logos, oui, les logos, c'est toujours un sujet compliqué quand vous êtes sur du rétroactif, parce que tant que vous n'avez pas la réponse, c'est particulier de mettre des logos sur des supports où vous ne savez pas. Nous, on va pas, on va pas, au moment de l'instruction, on fait pas un contrôle, donc on va pas vous retoquer si vous n'avez pas le logo. En revanche, anticiper les pièces en fait quelque part qui sont liées au projet. Donc, si une fois que vous avez la réponse, là par contre, il faut faire du rétroactif et sur les pièces principales mettre le logo, enfin surtout les supports, mettre une affiche, voilà, c'est toujours un peu égal. Et puis aussi la question du coup de votre capacité à faire du rétroactif. Donc ça marche pour des structures qui ont l'habitude d'avoir du FSE. C'est vrai que si c'est la première fois que vous avez du FSE, c'est toujours plus compliqué de faire du rétroactif trop long. Donc vous pouvez le faire, voilà, si votre projet là il démarre en septembre ou au moment où l'appel à projet est sorti, vous pouvez commencer à archiver des pièces qui seraient liées au projet. Mais après, voilà, c'est juste qu'il faut anticiper le moment du bilan où il faudra qu'en revanche, là, le logo apparaisse bien sur l'ensemble des pièces. Si la personne n'est pas encore embauchée, bah oui, donc du coup, forcément, vous n'avez pas de justificatif, donc ça, c'est normal, mais vous pouvez tout à fait anticiper une embauche, ça que vous l'indiquez, et dans ces cas-là, on ne vous demande rien à justifier. On vous demande juste au moment du dépôt de justifier ce qui a déjà eu lieu, pas ce qui va du coup advenir. Sur l'axe 4 et la création directe d'emploi, oui. Alors, l'axe 4, fait, à partir du moment où l'appel à projet sort, vous êtes éligible à l'axe 4, en fait. Là, ça vous concerne plus directement. C'est vrai que l'axe 4, il est très large et il a plutôt une dimension emploi. Après, nous voilà, de par notre appel à projet, l'appel à projet en soi répond déjà à l'axe 4. Donc, il faut vraiment que vous basiez sur les critères d'éligibilité de l'appel à projet. L'emploi, il est indirect dans le cadre des appels à projets de la VIS. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible de bénéficier de cet appel à projet d'un futur appel à projet de la VIS? Alors là, on ne peut pas répondre. Hein. Chaque appel à projet est différent, individuel. On fait pas, les meilleurs candidats, les meilleurs projets d'un appel à projet sont retenus. On va pas, indépendamment des lauréats qui ont été retenus sur d'autres appels à projets. Donc, c'est arrivé qu'on retienne une structure sur plusieurs appels à projet de la VIS. On n'a pas de règles en interne à ce niveau-là. Sur le paiement, un premier paiement peut-il être enclenché en cas de bilan intermédiaire? Oui, tout à fait. Après, c'est à chaque structure qui dépose ses bilans dans la temporalité qui est prévue dans la convention. Donc, en fonction de la durée du projet, en fait, un premier bilan peut être déposé à partir de 12 mois de période de réalisation. Donc, en fonction de la durée du projet, il peut y avoir 2, 3 bilans déposés. Y aura-t-il un nouvel appel à projet pour l'année prochaine? Alors là, pour l'instant, déjà, on a lancé celui-là. On va aller au bout de la sélection et ensuite, on verra en fonction de... Alors, l'année prochaine, moi, ça me paraît un peu prématuré. Mais on espère pouvoir le relancer sur la programmation, en tout cas, donc qui se termine en 2027. Alors, je ne sais pas, il y a une remarque sur l'avance. Alors, nous, on est un organisme national, donc si on dit qu'on verse une avance, on verse une avance. Hein. Il n'y a pas de refus d'avance. Je ne suis pas sûre Enfin, voilà, je ne sais pas quelle était la remarque exactement, mais... Alors, est-ce que c'est possible d'évaluer l'éligibilité? Alors, c'est comme on vous a dit, vous êtes énormément de candidats. Nous, on est
3, enfin on est 4. Donc on peut pas évaluer l'éligibilité du projet en amont. Donc on vous invite vraiment à lire l'appel à projet, à vraiment à noter les critères d'éligibilité et à essayer de faire l'exercice vous-même. Si vous répondez pas à un critère, si vous forcez sur un critère, c'est qu'en fait vous rentrez pas dans toutes les cases et du coup il y a plus de risques que vous soyez pas retenu. Donc ça fait pas gagner du temps et en plus nous c'est trop difficile pour nous de se positionner sur un texte en fait. Enfin, ça se fait vraiment au moment de l'instruction où il faut qu'on ait tous les éléments sous les yeux parce qu'il n'y a pas que l'éligibilité du projet, il y a aussi comme on l'a présenté l'éligibilité des pièces, du plan de financement, l'éligibilité. Enfin voilà, c'est vraiment un tout on n'est pas non, on va pas se prononcer sur l'éligibilité en amont d'un projet. On va vous donner des pistes, on vous donne des outils, mais c'est à vous d'estimer si vous pensez que vous rentrez vraiment dans toutes les cases ou pas. Le lien d'inscription vers la newsletter. Oui. Est-ce que quelqu'un peut mettre sur le chat le lien d'inscription vers la newsletter? Donc ça, j'ai répondu. Alors là, il y a une question, je crois que c'est plus pour toi, Michael. La dernière, à date du dépôt, les régions doivent être déterminées ou bien on peut laisser le temps du projet pour faire les études de faisabilité et donc changer les lieux d'essaimage? C'est difficile de répondre de but en blanc sans voir le projet, hein, mais si vous déposez un dossier ou vous dites que vous avez envie d'essaimer sans avoir aucune idée de où, c'est un peu compliqué, c'est pas très solide, on va dire, en termes de dossier. Par contre, si il y a des pistes, une logique, une stratégie avec des éléments à confirmer ou des nouvelles régions à confirmer, à consolider avec un chemin stratégique pour y arriver, ça s'entend. Voilà, donc un peu une réponse de Normand, mais encore une fois, c'est du bon sens, hein. Nous, on ne prendra pas les dossiers où c'est juste j'ai développé mon innovation sociale, mon projet, je veux les s'aimer. S'il y a vraiment rien et qu'on part de zéro, ce projet sera en bas de la pile, hein, ça paraît logique. Voilà, je pense qu'on arrive un peu à toutes les questions. L'avance de 20% est-elle de principe? Faut-il le demander? Non, elle est de principe. C'est plus si vous la voulez pas, faut le signaler, mais sinon vous l'avez. Doit-on apporter un justificatif des autres cofinancements en fin de projet? Alors, en fin de projet, ça, évidemment. En début de projet, c'est mieux parce que du coup, ça montre que votre projet est soutenu par ailleurs et que du coup, c'est mieux ça met en avant le projet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste ajouter un point sur la rétroactivité, hein. C'est un bon point et c'est intéressant forcément pour vous côté porteur de projet. Attention, le point de vigilance qu'on met, hein, c'est déjà, ça a été dit sur toutes les pièces, il faut être très carré dès le moment de réactivité. Il y a le fait que pas tout le monde va gagner. Donc voilà, attention aux dépenses que vous ne pourrez pas honorer si vous ne gagnez pas l'appel à projet. Et puis le troisième point, c'est le temps d'instruction. On vous a encore une fois présenté le calendrier idéal, mais s'il y a beaucoup de candidature, ça peut être allongé et donc pendant ce temps-là, ça veut dire que vous avancez les dépenses si vous comptiez 100% sur le FSE. Donc voilà, je me permets de faire ce petit disclaimer, mais c'est assez important de l'avoir en tête. Merci, Mickaël. Alors moi, je m'excuse parce que là, je dois aller à une autre réunion, mais merci beaucoup. Je vous laisse clôturer, éventuellement répondre à une dernière question. Et puis, voilà, on reste quand même à votre disposition. 13 octobre, temps d'échange questions-réponses. Et puis, bonne journée. Au revoir.